Bonjour à tous, bonjour les amis. Le temps fort de la saison des semis va bientôt commencer et j'ai pas mal de questions sur les graines. Alors on va parler aujourd'hui dans cette vidéo des graines bio, des graines hybrides F1, des graines des hard discounters et puis on va parler des graines les moins chères du monde. Et puis je vous montrerai comment on peut tester des vieux sachets de graines avec un germoir. Première question, si je sème des graines qui ne sont pas bio, est-ce que je peux quand même avoir des légumes bio dans mon jardin? Évidemment, bien sûr, il n'y a aucun souci, sauf si les semences étaient enrobées avec un fongicide comme ça se faisait à une certaine époque, mais maintenant pour les particuliers, je ne crois pas que ça existe encore. Donc on peut très bien obtenir des légumes bio si on prend des graines qui ne sont pas. Maintenant, imaginez que vous avez devant chez vous deux champs de semenciers, un qui est en bio et l'autre qui ne l'est pas. Vous allez voir comment les deux semenciers travaillent. Le semencier non bio, il va pouvoir utiliser des engrais de synthèse, des pesticides, etc. Et donc vous qui faites du jardinage bio, vous avez plutôt tendance quand même à aller chercher les graines chez le semencier bio, si vous faites abstraction du prix. Alors voilà pourquoi moi, ma préférence va quand même aux semences bio, comme ces pois mange-tout Norly là, que je suis en train de préparer pour un semis. En plus, c'est un semencier local, il est dans le département à côté du mien. Et en plus, son catalogue il est bien fourni avec des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Je tiens à préciser que je n'ai aucun placement de produit dans cette vidéo et que c'est simplement un critère que moi je prends en compte, à savoir si c'est un semencier local, c'est un plus. Maintenant, si pour vous le critère économique est le plus important, vous buterez sur le prix en général plus élevé des semences bio. Je vous montre comment je procède pour mon semis de mange-tout Norly en godet. J'essaie pour me simplifier la vie d'utiliser toujours à peu près le même matériel, c'est-à-dire ici des godets et puis des barquettes. Je vais essayer d'économiser un petit peu sur le terreau et faire un petit mélange de terre de jardin avec du terreau, c'est du terreau assez grossier d'ailleurs. Ce mélange, je le mettrai dans le fond des godets et je terminerai avec du terreau complet. L'hybridation est un phénomène commun dans la nature, mais quand on parle de graines hybrides F1, il s'agit de graines particulières dont les parents sont en fait de lignée pure. Qu'appelle-t-on une lignée pure? Ça va être une variété dont on veut fixer une caractéristique, et donc ça va être une sélection sur un certain nombre de générations, en général 7-8, en procédant par autofécondation, par consanguinité. En fait, on restreint un petit peu la diversité génétique pour fixer une certaine caractéristique. Lorsqu'on hybride ces deux parents de lignée pure, on recrée de la diversité génétique, et ce qui favorise l'effet hétérosis, qui donne de la vigueur, et on a comme résultat donc par exemple si c'est des tomates, on peut très bien avoir des bonnes tomates grosses et goûtues avec une résistance à une maladie qu'elle n'avait pas mais qui vient de l'autre parent. Résultat de ce petit jeu à la Frankenstein, on obtient des légumes F1 qui ont les caractéristiques recherchées chez les deux parents et qui sont d'une vigueur et d'une stabilité particulièrement remarquables. Question, que se passe-t-il si on sème une graine d'un légume F1? Eh bien, on ne va pas retrouver le légume à l'identique. Là, on perd en plus l'effet hétérosis. Donc, on voit que pour ce type de légumes, on va être dépendant en fait du semencier, ce qui fait que beaucoup de personnes ne souhaitent pas utiliser des légumes F1. Ça fait partie des désavantages. En plus, ils sont très chers. On peut critiquer aussi un affaiblissement variétal du fait de ces pratiques. Maintenant, il y a aussi quelques avantages. Par exemple, dans un petit potager, ça permet d'avoir des légumes plus productifs. Il faut savoir que les professionnels, ils utilisent énormément de légumes F1. Si vous achetez des plants, en général, vous en trouverez beaucoup dans les commerces. Et rien n'empêche d'avoir des légumes bio avec ces graines F1. D'ailleurs, les maraîchers bio, beaucoup utilisent également des graines F1. Pour ma part, je préfère utiliser des variétés reproductibles. Il n'empêche que j'ai quand même deux variétés de tomates F1 pour leur productivité. Tous les ans sur YouTube, c'est la course au sachet de graines le moins cher. Alors moi ce que j'en pense, eh bien c'est comme pour les graines bio. Déjà je préfère avoir des graines bio, donc en général ils ne proposent pas ce type de graines. Il n'y a pas non plus une variété très folle dans les catalogues qui sont proposés là. Et puis surtout, c'est un modèle quand même environnemental et social derrière ces prix bas là qui moi
me satisfont pas du tout, quoi, parce que on obtient des prix bas comme ça qu'en faisant pression sur soit des petits producteurs, soit parce qu'on massifie et donc on utilise des produits phyto à haute dose. Et bon, on a vu ce que ça donne avec la révolte des paysans, en particulier des petits paysans, ce que ça peut donner quand on fait la course au prix le plus bas. Ceci dit, lorsqu'on est dans des situations économiques très difficiles, je comprends très bien qu'on achète ces sachets-là, ça permet comme ça de jardiner à bas coût. Pour ma part, je n'achète pas que des graines bio. Il m'arrive de manquer de graines à un moment donné, j'ai pas fait attention, pas anticipé. Et dans ce cas-là, je vais dans le magasin le plus proche et puis j'essaie de trouver ce qui me manque. Après avoir économisé du terreau en mélangeant avec de la terre, je viens tasser avec les mêmes godets. En fait, quand le matériel est toujours le même, c'est relativement simple. C'est ce que je fais moi, que ce soit pour les godets ou pour les petites barquettes. Je tasse avec le même contenant. Ensuite, je vais semer, puis je rajouterai par-dessus du terreau et je reviendrai tasser encore une fois avec le même contenant. Et puis ensuite, j'arroserai par capillarité. Alors, comment conserver ces graines? C'est une bonne question. En général, quand on utilise un sachet, on n'utilise pas tout le sachet, il en reste un. Donc, les graines prennent l'air. Bon, s'il n'y a pas d'humidité qui rentre, il n'y a pas trop de soucis, il suffit de refermer le sachet. Moi je mets du scotch pour refermer, et comme ça se conserve plusieurs années. Donc vous avez des indications sur les sachets de graines qui vous disent que les graines sont utilisables jusqu'à une certaine date, donc ça donne un ordre d'idée déjà. Une autre façon de conserver ces graines, c'est de les mettre au congélateur. Là, aucun souci, pendant 10-20 ans, les graines ne vont pas bouger. Maintenant, si on en a des grosses quantités, ça peut être intéressant. Plutôt que de mettre les sachets directement, on va être obligé de les retirer puis ensuite de les remettre. On peut aussi fractionner dans des petits sachets, comme ça on récupère un sachet pour une année donnée. On peut se faire comme ça une grainothèque. Alors ça va aussi par exemple pour des petits jardins où on ne va pas tous les ans faire la même chose, et comme ça on peut mettre de côté des graines si vraiment on veut faire des économies. C'est un bon moyen pour conserver ces graines. Maintenant, ça demande une petite organisation et pour ma part, c'est une idée que j'ai en tête comme ça, mais j'ai jamais mise en pratique en fait. Quand on a un doute sur la germination possible des graines, on peut toujours faire un test de germination et on reviendra sur ce point un peu plus tard. Vous l'avez remarqué, il y avait dans le titre de cette vidéo une accroche sur les graines les moins chères du monde. On va donc se pencher sur la question. Les graines que vous ferez vous-même sont les graines les moins chères du monde. Et en plus, si vous faites du jardinage bio, elles seront les graines bio les moins chères du monde puisqu'elles ne coûteront rien. Simplement passer un petit peu de temps pour les récolter. Oui, mais c'est compliqué de faire ces graines. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. Après, c'est pas si compliqué que ça sur la plupart des légumes. Par exemple, les tomates, c'est très simple. Les courges, les courgettes, les concombres... c'est très simple également. Des bisannuels, ça va être simple aussi. Les laitues, c'est simple aussi. Bon, après, il faut avoir quelques notions d'hybridation. Par exemple, sur les courges, certaines peuvent s'hybrider suivant les espèces. Alors, il faut savoir que si vous faites du potimarron, de la butternut et de la courgette, comme ce sont des espèces différentes, il y a Maxima, Mochata et Pepo, et ça risque pas de s'hybrider. Ça peut être une solution dans les petits jardins si on n'a pas d'autres courges à proximité. Et puis on peut aussi polliniser manuellement si besoin. Ça prend de la place dans les petits jardins, ça c'est effectivement un bon argument. Moi par exemple qui ai un petit jardin, alors je suis avantagé parce que comme je travaille pas le sol, j'ai pas besoin de remuer comme ça les planches en permanence. Je peux très bien laisser une plante faire ses graines, elle va prendre la place qu'elle occupe et puis voilà, ça m'empêche pas de continuer à faire mon jardin à côté. Donc oui, on peut aussi les repiquer ailleurs et puis il faut s'arranger pour faire une rotation et pas faire dans les petits jardins, on va pas faire tous les légumes montés à graines en même temps. Une année, on va faire telle laitue, ensuite voilà. Il y a des choix comme ça qu'on peut programmer sur plusieurs années. Et puis il y a le plaisir de faire ses propres graines, de maîtriser le cycle complet du début jusqu'à la fin. Et tout ça pour pas un rond.
Donc c'est quand même quelque chose de sympathique quand vous réussissez à récolter ensuite des légumes qui viennent des graines que vous avez vous-même récoltées. Il y a aussi la possibilité d'échanger des graines avec d'autres, parce que autrement on reste toujours avec ces graines et puis voilà, on découvre rien de nouveau. Alors moi c'est un petit peu le truc, c'est que j'aime bien découvrir comme ça des nouvelles graines et donc bien j'en achète quand même régulièrement et bon j'en fais un petit peu comme ça pour en avoir en réserve des variétés que j'apprécie particulièrement. Et on se retrouve comme ça avec des sachets des fois où il reste des graines. La date limite est passée ou elle est très proche. Et on ne sait pas si les graines qui sont à l'intérieur du sachet sont encore capables de germer. Donc là, on peut faire un test de germination. Ce que je vous montre ici, c'est je fais ça moi dans un germoir. C'est un côté pratique. Je fais ça avec des petits bouts de sopalin, du plus petit au plus grand, de façon à pouvoir repérer les graines que je vais y mettre. Je le note également sur un petit bout de papier à côté. Et sur 3 étages de mon germoir, là, je suis capable de tester 4 x 4, donc 16 sachets différents. L'avantage de ce matériel, c'est que c'est adapté, les graines ne baignent pas dans l'eau, ce qui serait pas très bon, et il suffit de les arroser pour que ça sèche pas 2 fois par jour, et éviter de mettre quand même le germoir en plein soleil. Et avec ça, en quelques jours, on va savoir si nos sachets sont vraiment définitivement achetés ou si on peut encore récupérer les graines. Voilà, ce petit tour d'horizon autour de la graine se termine. Alors maintenant, il va falloir songer justement à les semer ces graines. Pour ma part, j'ai commencé donc en janvier à semer les pois mange-tout Norly et puis également un petit peu de laitue à couper de ma propre récolte. Et maintenant, fin février, on va se lancer un peu plus largement dans les semis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les sujets abordés. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.